Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. T'es prêt ? Oui. Je crois. Mais oui, ça va très bien se passer. En plus, tu m'accueilles chez toi, on est trop confort. Bon, je te lis ma petite intro. Davy, merci de m'accueillir chez toi. Chez toi, c'est ici à La Réunion. Je suis arrivé il y a 2 jours et je suis émerveillé. Petit récap, il y a quelques semaines, je lance un appel à mes auditrices. Si tu habites à un endroit où il fait soleil en décembre, un endroit où il fait beau, il fait chaud et que tu peux m'émerger, fais-moi signe. Et c'est comme ça qu'un couple d'auditeurs m'invite chez eux, ici à La Réunion, et j'y suis pour 5 semaines. Ils sont super sympas et je me sens franchement tellement bien accueilli. Je vais en profiter pour enregistrer des témoignages de réunionnais gays ou queer. D'ailleurs, n'hésite pas, si c'est ton cas, à me contacter. Pour les nuls en géographie comme moi, pour localiser la Réunion, tu ouvres une carte, tu regardes en bas à droite de l'Afrique, tu trouves une île immense, c'est Madagascar, et hop, la Réunion, c'est un petit point un peu plus à droite de Madagascar, au milieu de l'océan Indien. Et je me découvre, Davy, une passion volcan. L'île de la Réunion est une île volcanique. Il faut imaginer, il y a 3 millions d'années, je ne sais pas si tu le sais, il y a 3 millions d'années, un volcan en éruption sous l'eau et pouf, au bout d'un moment, ça fait une île. Alors, je ne suis pas journaliste scientifique et j'imagine déjà mes auditeuristes géologues et autres experts de la tectonique des plaques en PLS et en souffrance, mais je continue. Je me suis émerveillé en découvrant qu'au regard de l'histoire de la Terre, vieille de 4,5 milliards d'années, l'île de la Réunion est une petite jeunette, parce qu'à avoir 3 millions d'années, c'est genre un nourrisson. Bon, dernier fun fact, l'île est la seule au monde à être composée de 2 volcans, dont un encore actif, le fameux Piton de la Fournaise. Peut-être j'irai marcher dessus. Apparemment, c'est une obligation touristique. Courage. Bon courage. Et justement, comme on est sur une île, Davy, toi, t'as hésité à témoigner. Sur une île, un peu comme une petite ville ou un village à la campagne, tout le monde se connaît, ou presque, et tout se sait très vite. Alors témoigner de son intime est une vraie prise de risque. Mais tu m'as dit t'être décidé à témoigner pour dire au petit Davy, regarde le chemin parcouru, on y est arrivé. Ce petit Davy grandit dans une famille super catho, un père qui veut que tu sois un homme, un vrai. Être gay est un impensé, ou alors un échec et une maladie. Ton adolescence se passe dans le harcèlement, des menaces au sabre, jusqu'à ce mardi. Tu as 20 ans et tu décides de partir. Tu prends ton billet d'avion pour Paris, pour un départ jeudi, 2 jours plus tard. Tu vas nous raconter ces 12 ans en France hexagonale pour te reconstruire ou te construire tout court, te réparer. Et puis ton courage de revenir sur ton île pour vivre gay. Tu as récemment décidé de revenir chez toi à La Réunion, ici. Tu confrontes alors l'homophobie dans ta famille, ce père à qui tu dis « si tu m'aimes, tant mieux, sinon tant pis, mais moi c'est fini, je ne me cacherai plus, je n'accepte plus qu'on rabaisse ma valeur ». Et alors là, tu décroches un Graal dont on a tous besoin, je crois en tout cas, des excuses. Ton père te demande pardon et c'est alors qu'un nouveau lien est possible, une nouvelle vie ici, avec tes racines, avec ton île. Je suis super ému. Moi aussi. Ton émotion, elle racontait quoi ? Le passage, peut-être le passage avec mon père, qui était un peu plus émouvant. C'est quoi le rapport que tu as jusqu'à 20 ans avec ton père ? Catastrophique. Bonjour, ça va ? Oui, ça va. Et toi ? Tu grandis dans quel coin de l'île ? Dans l'Est. Et c'était ça le rapport. Ça se finit en 4 phrases. Bonjour, ça va et toi ? Ou sinon, je dis à des reproches ou... On va commencer depuis le collège, hein, c'est le plus simple. J'ai grandi dans une famille, comme je te disais, pas aisée, mais qui avait l'opportunité de voyager souvent. Du coup, je dirais que j'étais un peu plus ouvert que la moyenne. Je dirais vestimentaire, même dans ma façon d'être.
Du coup, ça dérangeait mon père et les autres. Tu peux me décrire cette façon d'être différente? Bah, j'avais une voix un peu aiguë, ou sinon c'était vraiment mon style vestimentaire qui dérangeait les gens. J'étais en avance, je dirais en avance sur eux. Non, je me prends pas pour la Garfeld, hein, mais comme je voyageais à Paris, j'avais accès peut-être à des choses où que les gens ici n'avaient pas accès, à la mode et tout ça. Du coup, et moi j'ai toujours aimé ça. Du coup, je ramenais de ce que les trouvailles que j'avais trouvées en France, quoi. Du coup, En termes de vêtements? ouais, c'est ça. Ouais. Et c'était rien d'extravagant pourtant, hein. C'est juste que j'étais peut-être un petit peu plus avancé. J'avais des baggy. À l'époque, c'était pas la mode des baggy. Après, j'ai commencé à mettre des slim, mais c'était pas la mode non plus ici. Du coup, je me faisais harceler, un peu maltraité. Enfin non, maltraité, ouais, plutôt. J'étais une victime, quoi, en fait. Tous les jours, il y avait des gens qui voulaient se battre avec moi, mais pour de différentes raisons. Et des raisons qui en valaient pas la peine, quoi. Donc c'est dans la cour de récré ou au sortir du collège, du lycée, on t'attend, ouais. on te menace, on te frappe? Une fille m'a frappé un jour. Ouais. Mais ouais, c'était ça, ou sinon c'était des insultes. C'était comme ça. C'était arrivé au collège, c'était un enfer. C'était vraiment un enfer. Le harcèlement n'était pas hyper populaire à cette époque-là. Les encadrants s'en fichaient un petit peu. Enfin, non, c'est pas qu'ils s'en fichaient un petit peu, ils s'en fichaient. Du coup, je me retrouvais un peu face à moi-même. J'avais des amis, mais qui pouvaient rien faire non plus. Tu peux me raconter l'histoire du sabre ou de la machette? Je sais plus quel terme tu as utilisé. C'était un sabre, ouais. C'était un mec qui était venu, il m'a dit j'aime pas ta tête. Et moi, mec de l'école? Ouais, un mec de l'école. Et je lui ai dit moi non plus. Il m'a dit de toute façon ce sera réglé. Il lève son pantalon et là il a un sabre dans son pantalon. Et il me dit je t'attends à la sortie de l'école. Je vais voir l'infirmière. À quel âge? J'étais en 3e. Je vais voir l'infirmière, je lui dis il a un sabre, et elle me dit oh mais non, c'est pour rigoler. Mais je lui dis c'est pas pour rigoler, je l'ai vu. Enfin je veux dire, j'ai vu ce truc rouillé, je vais avoir le tétanos en plus. Du coup je saute le portail juste derrière elle et je cours jusqu'à chez moi et je m'arrête plus. Et ça s'est arrêté parce que mon voisin à l'époque a fait de la prison et il est venu le lendemain me défendre avec ce gars-là. Et du coup, il lui a dit, si tu le tapes, moi, je rentrerai en prison une deuxième fois pour toi. Et du coup, là, il a arrêté de m'embêter. Mais si j'avais pas parlé à mon voisin, je sais pas où est-ce qu'on en serait aujourd'hui, quoi. Ton voisin, c'était ton ami? Enfin, raconte-moi cet allié un peu surprise. En fait, c'était un jeune homme qui, ses parents l'ont abandonné. Et ma mère prenait soin de lui. Et mon père, et du coup, il lui offrait à manger et tout. Il venait manger avec nous. Il a grandi avec nous. C'était ton frère, quoi. Ton grand frère? Oui, c'était, c'est pas mon grand frère, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était proche. Et je le vois toujours d'ailleurs. Enfin, je le croise de temps en temps. Mais c'est que mes parents m'ont aidé. Du coup, je pense qu'ils se sentaient aussi un peu redevables de m'aider ou de trucs. Et voilà. T'avais dit pourquoi t'étais harcelé, intimidé? Ou tu lui avais juste dit j'ai un souci? Ouais. J'ai juste dit que j'avais. Oui, c'était pas un allié gay friendly. Non. Un peu non, c'était juste t'as une emmerde, je vais t'aider. Oui. Ok. Après, je pense qu'ils s'en fichaient. Je pense que ma mère et mon père lui ont permis des choses qu'ils n'auraient pas pu, parce qu'il était vraiment abandonné. Il était dans une vieille maison en tôle et tout. Et mes parents l'ont vraiment pris sous leur aile. Et du coup, je pense que il m'aurait pas jugé, il m'aurait pas, pense, truc. Il est gentil. C'est juste quelqu'un qui a été un peu malmené par la vie, mais c'est un gentil garçon. C'est intéressant ce que tu dis. Tu décris la générosité de tes parents. Et dans notre pré-entretien, tu m'as souvent parlé de tes parents très. Pourquoi tu souris? Oui, je vois où tu veux en venir. Ok. Tes parents très cathos, pour qui, du coup, la valeur de charité, je crois pas dire de bêtises, j'ai été aussi éduqué dans le catholicisme, donc mais dis-moi, arrête-moi si je dis de la merde. Donc voilà, une générosité et un peu le pardon face au péché. T'as un peu... Tu veux en dire un peu plus? C'est hyper complexe, je trouve. La foi en général est hyper complexe et je pense qu'ils sont un peu animés par cette foi qui aussi t'oblige à pardonner tout et n'importe quoi. Du coup, ils pardonnent des choses que
moi, j'aurais peut-être pas pardonné. Enfin, c'est pas que j'aurais pas pardonné, mais il y a des choses, je trouve, qui sont des fois pas tolérables, mais qui tolèrent au nom de la foi. Du coup, c'est difficile d'un regard extérieur et à double tranchant. L'homosexualité, c'est pas quelque chose qui fait partie de la foi. Du coup, Parce que tu vois, là, avant d'enregistrer, tu m'as dit, dans l'intro que tu as écrite, j'avais une phrase où je disais que dans ta famille, il y avait une homophobie décomplexée. Et tu m'as dit, non, c'est pas le cas, retire. Donc j'ai retiré. Et pour autant, je vais te faire raconter. Et en fait, du coup, tu vas décrire, tu es d'accord, une certaine forme d'homophobie. Et pour autant, c'est pas juste de dire qu'ils étaient homophobes. Tu peux m'en dire plus ? Parce que déjà, premièrement, je sais pas si ma mère tombera là-dessus. Et deuxièmement... si elle tombe dessus ? Après, ce que ma mère et mon père sont différents. C'est deux êtres hyper différents. Ma mère est fait que d'amour. Du coup, il n'y a pas une once d'homophobie ni rien. Mon père, en l'occurrence, a des actes un peu homophobes. Mais je pense que cette homophobie est surtout de l'ignorance, en fait. Du coup, mais difficile de faire la différence entre un ignorant et un homophobe. Du coup, et très difficile en fait de l'enfant en nous. Si je me permets moi de donner mon opinion, je trouve ça tellement difficile de reconnaître l'homophobie chez mes parents. Parce qu'il y a une part de moi enfant qui veut pas voir, qui est là, non, vous pouvez pas m'abandonner à ce point-là. On n'a pas besoin. Il y a des moments où j'ai évoqué l'homophobie de mon père chez le psy, par exemple. Je me suis déjà posé la question, est-ce que j'aime à croire que ça ne l'est pas. Ouais. Et du coup, toi, tu grandis comme ça. Tu dis harcèlement en lien avec ton accoutrement. Et aussi, tu étais trop efféminé. Donc, il y avait déjà du harcèlement homophobe ou pas du tout? Si, c'était un sujet. Si, on me traitait de pédé, de tout ça, alors que je ne m'étais pas encore posé la question. Je veux dire, mon destin était déjà scellé, finalement. Oui, toi, tu n'avais pas d'attirance particulière. Il y avait du vivant sexuel en toi? Non. Pas du tout, ouais. Non. Ah ouais, donc... Ok, ouais, tu nais dans l'insulte. Ouais. Ça me fait penser au sociologue Didier Ribon. J'ai pas lu le bouquin. Mais non, mais c'est de plus en plus théorisé qu'en fait, il y a un enjeu clé, c'est que nous, les gays, nous, les queers, partout dans le monde, on est souvent d'abord enfermés dans une insulte qui nous fait découvrir ce que l'on est peut-être, mais pas forcément. Ouais. Exactement. Ouais. Que tu as pu, justement, avec cette maman plein d'amour, tu as pu dire ce qui se passait. Qu'est-ce que tes parents ou qu'est-ce que tes deux parents ont fait? De quoi? De cet harcèlement? Ouais. J'en ai jamais parlé. Ok. À personne, d'ailleurs. Pas avant très longtemps, je dirais. Et même... Après, je suis un peu long à détendre, je crois. Mais je l'ai pas compris tout de suite que c'était du harcèlement. Je pensais que ça faisait partie un peu de ma bataille, quoi. Après, je me suis dit que comme je suis homo, du coup, je suis différent. Ça fait partie de mon chemin de vie, de me faire insulter un peu... tout ça. Tu t'es fait une raison, ouais. Et tu te disais c'est quelque chose que je dois vivre en silence. Pourquoi? Parce que dans ta famille, s'il y a un peu ce système-là, tu vois les autres souffrir en silence, tu reproduis ou... Est-ce que tu es allé demander de l'aide à cet ami familial? Ah ben j'avais plus le choix. Là c'était une question de vie ou de mort. Je veux dire, j'avais pas trop le choix de me demander de l'aide. Après, mon père est comme, tu peux l'imaginer, pas très bavard. Du coup, il parle pas de ses sentiments. Ma mère un peu plus, mais truc. Et dans ma famille, ils sont très dans le concept avance. Enfin, je veux dire. Serre les dents. Ouais, voilà, d'aller toujours mieux. Ça va aller, on continue. Moi, je suis plus dans le fait de vivre mes émotions. Mais c'était pas vraiment une safe place à l'époque, ma famille. Du coup, je me voyais pas non plus. Je me voyais pas pour discuter avec eux. C'était vraiment, comme je t'avais dit avant. Le collège c'était l'enfer, la maison c'était pas l'enfer, mais c'était pas du tout un milieu
favorable à mon épanouissement. Après, je suis convaincu qu'ils ont fait leur maximum. Mais comme je dis toujours, je pense que leur mieux n'est pas mon mieux. Du coup, je pense que j'aurais espéré mieux, mais eux, je suis sûr qu'ils ont fait de leur mieux avec les outils qu'ils avaient. Mhm. Parce que je remonte à mon père, à son enfance. J'imagine que avec l'enfance qu'il a eue, rien ne m'étonne à ce qu'il soit arrivé comme ça. Mhm. Et parce que tes deux parents, du coup, ont vécu à La Réunion. Non, ma mère est métropolitaine. Ma mère vient de l'Hexagone. Et Tu t'es interrompu. ah oui, c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure. La dernière fois. Ouais, en fait, j'ai des gens qui me disent que métropole, dans le sens littéral du terme, ça veut dire d'où est le pouvoir. Et donc, il y a des gens qui commencent à pas utiliser le terme métropole dans l'idée que le pouvoir de la France métropolitaine, il y a des relents quand même de domination et tout, et qui parlent de France hexagonale. Ok. Moi, du coup, je m'y mets aussi. Mais attends, moi j'y connais rien, hein, c'est pas Moi non plus, mais je me dis. Moi j'essaie de comprendre justement les mots qui sont ok d'utiliser ou pas et le sens en fait de ces mots, ouais. Donc ta maman est de France hexagonale. Oui. De quelle région à la louche? Pareil. Parisienne. Oui. Et ton papa? De l'Est. De La Réunion. De La Réunion. Ok. À quel moment tu dis au début, moi on m'affublait d'insultes et je savais pas qui j'étais, et puis à un moment donné tu te découvres gay, c'est ça? Tu t'identifies gay? Jusqu'à ton départ de La Réunion, est-ce qu'il y a une vie sexuelle en toi? Tu te masturbes ou tu as des fantasmes ou... Oui, oui. Ok. Je me masturbais avec le. Il y a un truc qui s'appelle Télémag. Et ici, et il y avait des petites affiches de mecs. Tu sais, appelés au 3609, etc. Et soit ça ou soit La Redoute. J'adore. Les catalogues La Redoute. Donc la pub TV Max, c'est pour une hotline entre hommes. Faites des rencontres sur l'île. Ah, trop cool, ouais, j'avoue. Et ça, t'aimais bien. Donc on est dans de l'homme sans poil et très musclé, non? Dans les années 80, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 34. Ok. Et ou sinon, je me masturbais sur les nouveaux caleçons de La Redoute. Bien sûr. J'étais fan. Bah, bien sûr. Donc ta maman recevait le catalogue régulièrement, bien entendu. Je me demande d'ailleurs, elle se posait pas la question pourquoi le catalogue était aux toilettes, mais j'ai jamais parlé de ça. Tu te masturbais aux toilettes? Ouais. C'est marrant, moi, dans ma chambre, Ah ouais? j'aurais pas aimé aux toilettes. Non, je dormais avec mon frère. Ah ben bien sûr, tu partageais ta chambre. Ben bien sûr. J'avais la chance d'avoir une chambre seule. Non, même moi, c'était aux toilettes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de dire sur ce chemin jusqu'à 20 ans et avant le déclic de partir? En fait, il y a un gros sujet et je sais pas si tu as envie d'en parler ou pas. Et j'ai l'impression que tu vois de quoi je parle ou pas? Oui. Si on peut en parler, oui. On y va ou pas? Ouais, on y va. Bah, je t'écoute, mon petit chat. T'es trop chou. Attends, t'es pas obligé. Si. Ok. Ah, c'est bon. Par rapport à ce que je disais, que ma maison, c'était pas une safe place, parce que du coup, c'est là où j'avais des attouchements, c'est ce que tu voulais dire, par un tierce. Et du coup, c'était censé être ma safe place. C'était à cet endroit-là où j'avais des attouchements qui étaient emmenés par mes propres parents, sauf qu'ils ne le savaient pas. Hein, mais je veux dire, c'est comme si on faisait rentrer un peu le diable chez soi, quoi. Ouais. Et ensuite, je l'ai dit à mes parents. Je l'ai écrit, non, je ne l'ai pas dit. J'ai écrit une lettre en partant en Allemagne, il me semble, en voyage. En Allemagne, ils sont tombés dessus. Et après, c'est comme ça qu'ils ont su. Attends, t'as écrit une lettre. Donc là, c'est sur l'ordinateur commun. Les 12 ans. Ah, on est à La Réunion. Avant de partir à 20 ans, t'écris une lettre et ils sont tombés dessus. Oui, au lycée. Hein, j'ai écrit une lettre au lycée. Et ils ont... Tu ne l'envoies pas ou tu ne l'imprimes pas pour leur partager? Je n'en sais rien. Je ne sais plus si je l'ai laissé soit sur le bureau, soit truc. Mais en tout cas, c'était fait ouvertement pour qu'ils la lisent. Ouais. Mais je ne sais plus à quel est est-ce que je l'ai laissé sur le bureau de l'ordinateur? C'est un ordinateur commun de famille. Oui. Du coup, est-ce que je l'ai laissé là ou sinon j'ai dit d'aller le voir? En tout cas, ils ont vu. J'étais en Allemagne et je me rappelle, et ma mère m'avait appelé et j'ai écouté Fast Car de Tracy Chapman. Je me rappelle encore la chanson. Ma vie est un peu reliée aux chansons. Du coup, j'écoutais cette chanson en boucle. Je faisais dans des vignes à Nuremberg, il me semble. Et voilà. Mes parents ont su.
Qu'est-ce que te dit ta maman au téléphone? Rien de très rassurant. Rien de très rassurant. Ou peut-être rien. En fait, Elle te dit qu'elle te croit pas. Ah si, elle me croit. Si, elle me croit. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Pas de règlement de compte, pas de on va aller en justice, pas de je vais te protéger, rien du tout. On est catholique, on pardonne et on avance. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont tu as pu reparler plus tard avec eux? En recommençant chez la psy, c'est ce que je leur ai dit, que c'était hyper dur pour moi. C'était hyper dur. En fait, les parents, c'est censé t'aimer inconditionnellement. Et si quelqu'un ne t'aime... Parce que moi, quelqu'un fait ça à mon enfant, bah alors c'est la fin du monde. Je ne sais pas dans quel état je serais, qu'est-ce que je pourrais faire. Et là, c'était rien de tout ça. C'est-à-dire, ton estime de soi, elle dégringole, quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ces gens-là, est-ce qu'ils t'aiment vraiment? Est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce que tu te poses plein de questions qui se rajoutent au fait d'avoir été abusé sexuellement? Moi, j'étais petit, j'avais 8 ans, il me semble, ouais, 8 ans. Ça a duré combien de temps? 1 an ou 2, mais comme je te le disais, c'était pas... rien n'était fait dans la violence. C'était fait sous forme de jeu, des fois sous forme de... Il me donnait 10 francs. C'est rien, 10 francs, je veux dire... Il me donnait 10 francs et des trucs comme ça. Du coup, c'est plus tard, il me semble, si je dis pas de bêtises, en regardant X-Files, que j'ai compris qu'il s'était passé ça. Okay. Mais avant ça, je crois que mon cerveau avait un peu zappé, oublié, ouais. Tout ça, ouais. Il se passait quoi dans X-Files? On parle de la série télé, hein? Ouais. Et ben, il se passait une scène où elle se faisait abuser, etc. Et c'est là que je comprends que finalement, à 8 ans, on fait pas ça, etc. Et là, c'est tout un bouleversement. Je me demandais, est-ce que j'étais gay à cause de ça? Est-ce que c'est ça qui fait que je suis gay? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est normal? Je lui ai écrit une lettre à ce tierce. Il venait en vacances à La Réunion. Et je lui ai écrit, j'espère que tu vas cracher dans l'avion, que tu vas mourir... toute la haine que j'avais en moi, etc. Sachant que ça tombe dans la période du collège, que je me rends compte, plus l'harcèlement, etc. Je rentrais chez moi, j'étais en totale dépression. J'écoutais que des chansons tristes. D'ailleurs, j'écoutais beaucoup la Matt Pokora. Pas Matt Pokora, Matt Houston. Où une chanson, il parlait de viol dedans. Et c'était cette chanson qui repassait en boucle. Oui, parce que je suis un peu sadomaso. J'essaie de... Les émotions, enfin la chanson va avec l'émotion du moment. Hein. Du coup, c'est jamais vraiment des musiques très très joyeuses, quoi. Sadomaso ou c'est une super digestion d'émotions, je trouve, non, de se remettre dans l'état pour petit à petit tenter de digérer, de comprendre, d'appréhender, donc revivre l'émotion, pleurer et repleurer. Je trouve que ça peut aussi. Je suis pas psy, hein, mais ça te vide pas parfois, ça te rend pas la vie. Mais à cause de ça, je suis pas psy non plus, mais je fais Mais dis ton avis, t'as le droit, ton opinion. Je trouve que le fait d'avoir des parents qui ont minimisé mes émotions, etc. Du coup, je gère super mal les émotions maintenant. J'essaye maintenant, en grandissant, de jurer, de contrôler mes émotions, etc. Mais à un moment donné, période du lycée, j'étais tellement un être blessé que quand blessé, je répondais mais 100 fois. Je disais des atrocités qui ne se disent même pas. Maintenant, ça va un peu mieux maintenant, mais maintenant je reste muet. J'ai du mal à dire, par exemple avec mon copain, si j'ai un trop plein d'émotions et qui rajoute quelque chose dessus, je n'y arrive plus. Il me faut du temps. Alors du coup, maintenant ça passe plus vite qu'avant, mais ça me coûte d'ouvrir la bouche et de dire là ça va pas. Oui. Et du coup, des fois c'est
Ça crée des disputes, on se dispute pas souvent, mais les seules fois, c'était alors que ça aurait pu se régler super facilement. Mais en fait, le trop plein d'émotions et qu'on m'a toujours appris à garder mes émotions, Oui. à un peu à les renier, que ça allait mieux, parce que je pense que ma mère fait ça aussi. Je pense que c'est son fonctionnement, elle les renie pour aller mieux. Du coup, mais non, la gestion des émotions, c'est hyper compliqué. Ouais, et c'est un réapprentissage, c'est peut-être une mise à jour du logiciel interne, justement, tu Oui, disais, oui. ma mère est comme ça, et est-ce que moi, qu'est-ce que je reproduis ou qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment? Est-ce que justement, tu t'es posé la question, parfois j'ai lu que on dit que les violences sexuelles, elles se passent d'une génération à l'autre, et est-ce que on peut se demander si la réaction de ta mère est pas celle d'une victime, de quelqu'un qui a été aussi abusé et qui du coup est apathique? Non, je pense pas. Je pense que la réaction de ma mère, c'est surtout qu'elle était perdue. Elle savait pas comment réagir, elle savait pas quoi faire. Et comme elle le fait, en fait, elle a oublié et pour aller de l'avant. Je crois que... Elle a oublié quoi? Tu penses qu'elle le savait? De quoi? Et qu'est-ce qu'elle a oublié? Je veux dire, quand j'ai été abusé, par exemple, je pense que pour elle, c'était plus facile de dire que je pardonne, que j'avance, que de faire face à... Parce que cette tierce personne, c'est elle qui l'a invitée, elle n'a pas vu. Ça fait beaucoup de choses aussi pour encaisser pour une maman. Ouais. Du coup, je pense que c'était plus facile à ce moment-là pour elle Ouais. de passer outre, je pense. Il t'a répondu à ta lettre, je sais pas comment tu veux le nommer, agresseur? Tu veux le nommer? Imbécile. Ouais? Ouais. Il t'a répondu, cet imbécile? Oui. C'est léger imbécile, non? Oui, Comme tu veux, c'est toi qui décides. ouais. De toute façon, Tierce personne. Ouais. Il a répondu à ta lettre? Oui, il a répondu. Il a dit quoi? Il s'est excusé. Et il m'a raconté sa vie, que ça venait aussi d'une agression passée qui retransmettait, etc., comme si c'était un cadeau. Mais Il a écrit ces termes? il a dit que s'il reproduisait ce qu'il avait vécu et qu'il n'avait pas spécialement réfléchi, on n'en a jamais vraiment reparlé à part des insultes. Cette personne-là, on se côtoie toujours. Je suis amené à la revoir pour diverses réunions ou autres. On se voit toujours. Il fait encore partie du système familial. Ouais. C'est lui qui a prononcé le terme de cadeau? Non. Ok. Non, c'est moi qui dis ça comme ça, mais c'est pas lui. Et je le vois toujours. Et vu... je sais pas, j'ai vraiment aucune haine contre lui. Je crois que je suis passé à autre chose, la haine, j'ai fait toutes les émotions. Mais non, je crois que... ça m'est indifférent. Je souhaite ni du bien, s'il veut. Si ça le fait plaisir, mais pour moi, maintenant, c'est de l'indifférence. Comment tu comprends pourquoi le système familial n'a pas réussi à l'éjecter? Déjà, j'en sais rien. J'en sais rien. Vraiment, c'est quelque chose je me suis toujours posé la question. Comment ça se fait qu'il était toujours là? Parce que moi, on fait ça à mon enfant, mais c'est mort. Enfin, je veux dire, on se voit plus. Mais je crois que tout ça, c'est sous le régime un peu catholique. Je crois que c'est ça. Ouais, le péché qu'on pardonne, on passe à autre exactement, chose. on passe ouais. Tu veux nous amener au moment... j'ai une hésitation pour voir si tu as envie de dire d'autres trucs. Enfin, il n'y a pas de... Il y a autre chose qui te vient ou sinon, moi, je trouvais ça intéressant que tu racontes le déclic du départ. Est-ce que c'est lié à ce qu'on vient de se dire là ou... Non. Pas du tout. Non, le déclic du départ, j'en avais ras-le-bol. Ras-le-bol de vivre ici, de vivre caché. Faut savoir qu'avec mon petit ami, on allait quand même dans des hôtels de passe pour se voir. Des fois, je repasse devant cet hôtel et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est un miracle que je sois pas ressorti avec le tétanos ou autre, parce que cet hôtel fait vraiment peur. À Saint-Denis d'ailleurs. On allait au cinéma voir des films un peu d'auteur pour se faire des bisous. Des films d'auteur parce qu'il y a personne. Du coup, on faisait ça, on se cachait, on se donnait des noms. Je rappelle, mon premier petit copain à l'époque, je l'appelais Isabelle. Sur le téléphone? Partout. Même en prononçant, etc. En fait, j'avais une double vie, comme une double vie, quoi. Ok. Donc tu as 19 ans?
à ce Mon moment-là? premier copain? Ouais. Non, j'ai 17, 18, Ok. au lycée. Ok. Et donc, au lycée, t'en dis que t'es pas mal insulté, harcelé? Au collège, au lycée, non. Au lycée, non. Ok, Non. t'arrêtes. Ah oui, je me souviens, je crois que t'as changé de lycée Oui. et t'es devenu la star. Ouais, un petit peu. Mais c'est vachement intéressant parce que donc ça fait 3 ans que j'interviewe des gens et en fait, t'es vraiment pas le premier à me dire ça. On est ultra nombreux et moi je dirais que c'est la même chose qui m'est arrivé à en chier au collège et à endosser une armure et à activer un pouvoir magique façon Sailor Moon et à devenir des stars, c'est-à-dire des êtres surhumains en capacité de s'adapter à choper l'humour du moment ou à choper soit les failles des gens, soit ce qu'il faut dire, comment faut le dire, bien, et clac, on devient la star. T'es d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai même développé un pouvoir, c'est d'attaquer les autres avant qu'ils m'attaquent. C'est-à-dire, je savais qu'à un moment donné, ça allait switcher et je pouvais attaquer les autres avant qu'ils m'attaquent, quoi. T'es d'accord que ce pouvoir magique, mal utilisé ou en abus, ça devient un poison? Tout à fait d'accord. On en dirait pas plus apparemment. Si. Si t'attaques sans cesse les gens de peur qu'ils t'attaquent d'abord, en fait, on s'ouvre plus, non? Oui, non, mais c'est comme une armure qu'on se protège et si on s'enferme là-dedans, ça peut devenir un peu dangereux. Et j'avoue que d'où la mauvaise gestion de mes émotions et cette armure-là, des fois, je m'excuse auprès des gens que j'ai pu blesser, mais j'ai pu être peste. Vraiment, j'ai pu être une vraie conne. Pourquoi tu féminises l'insulte? Un vrai con? Ouais, un vrai con, oui, c'est vrai. C'est Non, mon non, côté féminin. T'es taquine. Mais non, j'ai vraiment été con. Ouais. Il y a des fois où, maintenant j'y repense avec le temps, où vraiment j'étais horrible. Mais je crois que je souffrais à l'intérieur, alors Ouais. du coup, c'était plus facile de m'attaquer aux autres que les autres s'attaquent à moi. J'en avais marre, je pense, Ouais. de me faire attaquer. Et, voilà. Mais maintenant, j'ai changé, je suis devenu gentil. Ouais, bah, et je trouve que c'est la puissance de verbaliser, de mettre des mots sur nos chemins. C'est que du coup, on peut voir la puissance du pouvoir magique, on peut voir ses limites, on peut, après, je crois, mettre à jour notre logiciel interne. Moi, j'aime assez bien, je suis un peu geek. Moi, j'adore faire des mises à jour de logiciels internes. Pas toi? Non. Ah là là, mais Déteste. je vais régulièrement voir si mon iPhone n'a pas une mise à jour. C'est vrai? Mais ouais, en fait, vraiment inintéressant, micro-parenthèse hors sujet, ma maman a travaillé chez Apple, Ok. et après mon frère, et donc j'ai toujours été un petit geek, on n'avait pas la télé à la maison, mais on avait des ordis, un ordi. Voilà. C'est fin de la parenthèse, mise à jour de logiciel, mais moi ça me parle Je bien. déteste les mises à J'ai jour. l'impression d'avoir un nouveau téléphone, des nouvelles options, des nouveaux fonds d'écran, Je sais et même ma pas. vie est révolutionnée. Je sais même pas utiliser le téléphone que j'ai actuellement. Ouais, fais chier. Je connais un peu le quart du truc, quoi, mais à part TikTok, Instagram et trucs, c'est tout Ça ça. t'emmerde, quoi. Ouais. C'est pas comme ça que t'as découvert le podcast? C'est quoi? Sur Instagram, oui. Ouais, c'est ça. Bon. On est au lycée, Ouais. on est devenu une star, et on a même un copain. Carrément. Un copain du lycée? Oui, il était beau. Waouh! Enfin, il est beau, il est pas mort. Il est beau. Hein. Et genre, t'arrives, c'est un lycée où il y a. Enfin, genre, tu peux le draguer devant tout le monde et tout? Non, Pardon, j'étais double vie, toujours caché. Isabelle. Mais oui, Isabelle. Isabelle, excuse-moi. Et, Mais comment tu comprends que lui aussi il est gay s'il faut se cacher de ouf? Skyblog. Non, mais j'ai encore. Je crois que j'ai encore. Je te montrerai tout à l'heure en off. Mais j'ai encore les photos que je mets. Elles sont horribles. On va pas juger. Mais j'ai encore ces commentaires dessous. Et des fois, je relis pour rigoler. Mais Attends, je sais pas ce que c'est Skyblog. J'étais pas. Moi, c'était Ah ouais quoi? Non? c'est un blog photo. Ok. Donc, Ouais. t'avais ton propre blog Oui. où tu mettais genre des photos de présence. C'était un profil de rencontre. Non, c'était un truc pour. C'est comme un blog actuel, sauf que c'était des photos et on pouvait mettre des Légende. textes à côté, Ok. des trucs comme ça. Et moi, j'avais fait mon truc un peu narcissique avec plein de photos de moi. Il n'y avait que ça. Ok. Et il y en a d'autres qui faisaient sur la pâtisserie, tout ça. C'était comme c'était un peu l'ancêtre d'Instagram. Ok. Et donc, c'est lui qui te trouve ton Skyblog? Je ne sais plus du tout. C'est doit être moi qui l'ai dragué. C'est doit être moi où j'ai dû. Lui en avait un Skyblog? Oui. Je me rappelle, il y avait une photo de lui torse nu devant une moto.
Et, Ah, ouais. waouh. Vroom, vroom. Ah, et c'était même pas sa moto en plus. Mais à l'époque, je crois que je lui avais envoyé un j'aime ou je sais plus comment ça se passait, mais fil en aiguille, on a parlé et voilà. On est tombé amoureux. C'était mon premier petit copain et dessous, il écrivait des commentaires, mais pas de son Skyblog à lui, d'un Skyblog inconnu, en se faisant passer pour ma petite copine. Isabelle. Ouais, mais il dit pas Isabelle, mais dessus, c'était que tu pouvais mettre genre ta chérie ou un truc comme ça, et il mettait ça, et après il disait oui, prouve-moi que tu m'aimes et tout. Non mais Mais c'est plutôt des souvenirs joyeux, non? oui, j'en Il rigole. était Mais... sympa? Alors les fautes d'orthographe, je t'en parle même plus. Il était sympa? Moitié sympa, moitié con. Ah. Ouais. Mais con comme un adolescent qui se découvre Oui. ou toxique? Mm. Méchant? Comme un adolescent qui se découvre. Ok. Mm. À cette époque-là, tu te souviens le sexe que tu faisais? Oui. Sodomie, sus. Ouais, ok. Je sais pas si les auditeuristes s'entendront, mais on a de la petite musique en fond. T'as un voisin qui fait Il y a accordéon? Il y a un club pour les personnes âgées. Ah, c'est tellement cute. Donc là, si je penche ma tête au balcon, je vais voir des petits vieux danser. Il me semble que oui. Mais on est fan, non? Mm. Ok. Bon, on va pas en parler plus. Je vois ça tout le temps, j'en ai marre de ces petits vieux. Ok. Alors, je les aime bien, mais des fois c'est chiant. T'aimerais pas être un petit vieux qui va J'en danser sais sur rien. l'accordéon? J'en sais rien, je crois que ça me fait peur. Je crois que j'ai peur de Ouais. vieillir tout seul. Tu penses que c'est possible? De vieillir tout seul? Ouais. Oui, Ok. ça me fait peur. Moi, là, je viens de faire un bond. Oh non, il y a une transition dans ma vie exceptionnelle. J'ai 38 ans et j'ai passé tellement toute ma vie dans le rêve hétéronormé de ma vie commencera quand j'aurai trouvé le prince charmant, et vraiment le noyau de base essentiel, c'est le couple, c'est un duo, c'est vraiment obligé. Sans ça, t'es pas vraiment quelque chose, et du coup, toutes tes tristesses et tes difficultés, c'est parce que t'es pas en couple, faut trouver nanana. Et là, ça y est, genre, là, je suis célibataire, et c'est la première fois que je suis Félicitations. tellement heureux. Je suis tellement... Bah, mon cœur est ouvert, peut-être je tomberai amoureux, mais peut-être pas, tu sais quoi. Et clairement, je n'attends plus d'être en couple pour y aller, pour vivre la vie que je veux, la dessiner et tout. Putain, j'ai mis 1000 ans à détricoter. Ma mère m'a toujours dit qu'être célibataire, c'était un échec. On avait un membre de la famille qui était célibataire et elle avait un vocabulaire de peur. Genre, elle disait ça me rend triste, c'est inquiétant. Alors que la personne en question, genre, j'ai jamais su si c'était un choix ou pas. Hein. Il n'est pas homosexuel. D'accord. La personne n'est pas homosexuelle. Ça, pour le coup, j'ai vérifié. Là, pour le coup, je suis un peu en vacances et je me laisse divaguer, mais il faut quand même que je garde mon fil. Je me souviens, on est au lycée, on est la coqueluche de lycée, on a un copain, sexe, sodomie, fellation, c'est-à-dire une sexualité comme dans les films, t'es pénétré, pénétrant. Je crois les deux. T'es à l'aise, quoi. T'as 17 ans et t'es bien Non? Bon, pas spécialement à l'aise, non. Tu te forces? Non, je me force pas, mais c'est pas un truc où j'étais spécialement, je dirais, épanoui, un sentiment un peu d'amour et de haine, comme avec le sport. Comme avec le sport. Ok. Que tu pratiques à cette époque-là? Non, que je pratique maintenant, mais j'ai le même sentiment avec le sport. Ok. Je suis hyper content quand j'ai fini, mais pour y aller, c'est compliqué. Ok. Et là, c'est pareil, j'aimais ça, mais j'ai toujours aimé ça. Mais du coup, il y a un peu je sais pas comment expliquer, mais c'est un sentiment hyper compliqué, parce qu'il y a un côté un peu du coup j'ai été souillé, du coup je peux aller faire la grosse salope, et il y a un côté où je me dis est-ce que je devrais pas me préserver, et ça a toujours été un truc qui se disputait en moi. Qu'est-ce qui t'a souillé dans ton imaginaire? La relation, mon agression sexuelle quand j'étais petit. Du coup, c'était un dilemme pendant très longtemps. Maintenant, j'ai décidé d'assumer ce côté salope, mais sinon, avant, c'était vraiment un dilemme.
J'étais un peu gêné, j'étais un peu même tiraillé d'aimer ça. Du coup, j'allais pas, je me laissais pas aller voilà. Est-ce que tu te souviens dans le choc et le trauma des abus sexuels, est-ce que tu te souviens que la question du plaisir se logeait aussi, c'est-à-dire comme c'était des jeux, est-ce que une part de toi se sent responsable comme c'était un jeu et que tu étais content d'avoir 10 francs? Ouais, c'était ça, il y avait un côté plaisir et un côté où tu te sens sale, quoi. Et vraiment, c'était le même dilemme qui se continuait et qui continuait. Parce que à l'instant T du fait, c'était pas désagréable. Et c'est ça, en plus, qui est encore plus traumatisant. Bien c'est sûr. que limite, j'aurais préféré que ça se passe un peu dans la haine, tu vois, ça va être bizarre qu'on dise ça, mais que ce soit peut-être plus agressif pour que finalement mon cerveau puisse accepter. Là, comme il y avait une part de plaisir, c'est super dur à aussi de se l'avouer à soi-même en disant ben non, c'était pas normal à 8 ans, c'est pas quelque chose que j'étais censé faire, c'était pas dans l'ordre des choses mais ce plaisir de l'instant T a rendu les choses beaucoup plus compliquées. Mhm. Et sur ce plaisir de l'instant T, est-ce que j'ai compris que tu as suivi une psychothérapie? Ouais. Est-ce que ton ou ta psy t'a aidé à décrypter et à entourer ce plaisir, entre guillemets, d'un autre narratif que de celui d'être souillé? Pas vraiment, parce que, alors, déjà, je l'ai arrêté, parce que c'était beaucoup trop douloureux. La psychothérapie? Ouais. C'était trop dur. D'affronter tout ça en même temps, c'était compliqué. Je pense que je le referai là, dans les mois qui viennent. Je pense que je reprendrai. Mais c'est dur, ça fait du bien. Hein. Déjà, pour le chemin que j'ai parcouru, c'est bien. Après, j'ai de la chance d'avoir une meilleure amie qui est psychologue et qui le fait gratuitement, qui m'écoute. Du coup, c'est vrai que qu'elle m'aide et qu'elle comment dire ça? Elle me fait comprendre, en fait, elle m'explique les schémas Ok. que je fais, etc. Et du coup, ça m'aide, mais je pense qu'il faut que je reprenne quand même de toute façon. Ouais. Ouais. Parce que dans dans tous les témoignages de violence et d'abus qui sont sur le podcast, cette question du plaisir qui peut être ressenti, elle vient comme après une blessure gigantesque pour le reste de la vie. Et il y a vraiment un savoir psychologique qui peut t'aider, t'expliquer. En fait, si je mets du sucre sur ta langue, quel que soit le contexte, quel que soit ton consentement ou ton absence de consentement, quel que soit le jour, l'heure de la nuit, la saison, le lieu dans le monde, il y a un mécanisme des papilles qui va se mettre en action et qui ne raconte rien d'autre qu'un mécanisme des papilles, tu vois. Okay. Et t'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. T'es d'accord, tu vas pas choisir, si je mets du sucre sur ta langue, t'es d'accord, tu vas pas choisir ce qui se passe après, on est d'accord? Et donc, le moment où, du coup, notre cerveau crée une narration où, si tu l'as quand même un peu choisi de sentir que les papilles s'ouvrent au goût du sucre, c'est d'arriver à dire non, stop, c'est pas vrai. C'est pas, tu vois? Ouais. Mais bon, moi, je suis pas psy, mais genre, j'ai trop envie, tu me fais vachement penser au témoignage de William, qui raconte, je crois que le titre, c'est... être le PD de service au collège militaire. Ok. Je sais pas si j'ai bien choisi le titre, et puis j'imagine que personne n'a envie d'aller écouter ça, mais le témoignage de William, il est magnifique. Ouais, j'ai écouté ça. Il est magnifique. Genre, franchement, la puissance. Puis c'est un monsieur, je dis monsieur parce que je crois qu'il a plus de 60 ans. Okay. Et c'est magnifique de voir des gens qui renaissent un peu quand ils veulent, quoi, qu'il est jamais trop tard. Et il a parlé de ce sujet du plaisir, ouais. Le PD de service, je note. Ouais. La titraille des épisodes de podcast, c'est pas aisé. Hein. Là, justement, les gens trop choux qui m'hébergent m'ont fait 2-3 critiques en mode t'as mis ça en titre, j'ai écouté, c'est... Aucun rapport. Non, ils me disent pas ça, mais ils m'ont un peu taquiné. Bon, donc... J'attends de voir le mien, alors. Tu sais qu'on les choisit ensemble. Ok. Je valide toujours avec les gens.
On va s'arrêter là pour la première partie de ton épisode, à moins que tu aies envie d'ajouter quelque chose. Non, tout est dit. T'es bien ? Dans la partie 2, on commencera sur le déclic, le départ, parce que t'as 20 ans, et un mardi, tu dis je me casse, et tu prends ton billet pour jeudi. Un lundi, pardon. Et tu prends le billet pour jeudi. Ouais. Oui. Rendez-vous aux deuxième partie de ton témoignage. Merci Davy. On va voir les petits vieux. Comment tu te sens ? Ça va. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créatrices de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.